Le sujet de notre petit entretien est quelque part aux côtés de Sainte Brigitte. Le projet était bien sûr de parler de Sainte Brigitte en Bretagne. Mais parler de Sainte Brigitte en Bretagne, comment le faire sans parler de Sainte Brigitte d'Irlande, Sainte Brigitte de Kildare. Et parler de Sainte Brigitte de Kildare nous renvoie automatiquement, en remontant dans le temps, à la fête, à la deuxième fête celtique, à la fête d'Imolc. Donc on va commencer par cette fête d'Imolc, Imolc qu'on n'a d'ailleurs pas trop eu l'occasion de fêter, mais il semble que ce soit le sort de cette fête d'être un petit peu évasive, d'être un peu effacée, un peu fantôme. C'est une fête qui, par exemple, n'a pas beaucoup d'attestations dans les autres pays celtiques. Il n'y a pas d'apparentement linguistique, on n'a pas d'apparentement peu en gaulois, peut-être un mot en gaulois, pas d'apparentement en germanique, pas d'apparentement en latin, et en Gaule, le calendrier de Coligny parle d'An Agantios, un mois qui est signalé durant 29 jours et qui est signalé comme néfaste ou peut-être incomplet. Parce que tous les mois en An sont des mois incomplets. 29 jours, c'est pas assez. Mais le calendrier de Coligny signale quand même qu'il est le mois de la lustration. Et c'est justement le sens, parce que le sens d'Imolc, comme beaucoup d'Imolc ou d'un bolc, comme on peut dire aussi, le sens a donné lieu à beaucoup d'étymologies, et Dieu sait que pour les étymologies, on voit déployer des trésors d'imagination, pas toujours confirmés, mais on va revenir au sens que donne Coligny, le calendrier de Coligny, et que adopte aussi Christian Guyon-Var, c'est-à-dire la lustration. Et c'est confirmé par une des rares indications qu'on a conservées, qui est dans le glossaire de Cormac, donc quand même une inscription tardive, 9e siècle, mais il ne faut pas être difficile, on n'a pas grand-chose. Et dans le glossaire de Cormac, il y a donc, pour Imolc, goûter chaque nourriture selon l'ordre, se laver les mains, les pieds, la tête, c'est ainsi que je le dis. Donc on a deux indications, des nourritures rituelles, peut-être un banquet, et surtout des ablutions, un nettoyage. Cette fête d'ailleurs manque aussi dans les textes mythologiques, parce qu'on la trouve souvent répétée, notamment dans la razzia des vaches de Coulée, mais c'est pratiquement toujours la même formule qui revient, c'est un combat de Cuchulainn qui se déroule du lundi avant Samin jusqu'au mercredi après Imolc. Et, indication tout à fait précise aussi, selon les copies, on trouve au moins 3 ou 4 fois du lundi avant Samin jusqu'au mercredi du printemps. Donc là, on a bien une équivalence, le printemps, Imolc et la lustration vont ensemble. Donc là, pour revenir sur cette idée de printemps, il faut quand même revenir aussi au contexte. Tous les pays ne sont pas les mêmes. Nos légendes, nos mythologies, nos traditions s'inscrivent dans un paysage, dans un climat, dans un ensemble que parfois on oublie un petit peu. L'Irlande est une île au climat tempéré, océanique, doux et humide, où il y a les hivers sont peu durs, mais les étés ne sont pas violents non plus. Donc il faut se souvenir ça pour garder cette idée de printemps. Et se rappeler aussi qu'au moment, aujourd'hui on pense en urbain, mais au moment où ces textes sont rédigés, au moment où ces croyances sont vivantes, on est dans une société pastorale et agraire, qui bien sûr a ses temps guerriers, mais qui fondamentalement est une société liée au sol et à l'élevage des animaux. Donc l'illustration est là, la purification est là, parce qu'on juge que c'est le moment du printemps, et qu'au moment de ce renouveau printanier, il faut se nettoyer les maisons pour être en accord avec la nature qui elle-même est nouvelle. La nature va renaître propre et neuve, donc on doit aussi se mettre en accord avec elle. C'est peut-être ça le temps de la lustration, parce que là on est bien d'accord, ce printemps est un printemps, le printemps climatique, le printemps lié au mouvement de la nature, c'est pas le printemps lié aux équinoxes, l'équinoxe de mars. Et la dernière indication, c'est que ce qu'on peut remarquer du nom d'Imolc et du peu qu'on a sur lui, c'est que c'est la seule des 4 fêtes irlandaises qui n'est pas liée, qui n'est liée sous aucune forme à Lugh. Lugh participe sous une forme ou une autre des 3 autres fêtes.
sa main faite Total, lui c'est le dieu Total qui regroupe les autres dieux. Beltane, il y a aussi l'idée de Bel, du brillant qu'on retrouve dans le Bélénos gaulois, et Lughnasadh, c'est pas la peine de faire un dessin, le nom de Lugh s'impose lui-même dans Lughnasadh. Donc ce printemps était donc fêté. Par contre, ce qu'on ne peut pas dire et qu'on ne saura sans doute jamais dire, c'est quelle était l'importance de la fête. Est-ce que c'était une grande fête totale comme pouvait l'être Samin, ou est-ce que c'était simplement un ensemble de rituels plus diffus et plus qui rassemblaient peut-être moins les populations? Ça, c'est impossible dans l'heure actuelle des choses de trancher. Mais la nécessité de commémorer le réveil de la nature, il est là, il est très présent. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, en Angleterre, il y a une cérémonie qui se rattache peut-être à cette tradition-là. C'est ce qu'on appelle le Wesseling, qui se passe autour du 17 janvier. Et là, on va réveiller les arbres. C'est-à-dire qu'on fait la fête la veille, des banquets, un repas, quelque chose de chaleureux et de l'union des gens. La veille au soir, bien sûr, la tradition celtique, les choses commencent toujours la veille du jour où elles doivent se passer. Et on va voir les arbres, on leur offre à boire et on leur demande de produire en abondance, et on chante et on danse pour les protéger des mauvais esprits. C'est peut-être aussi ce genre de choses, on peut imaginer ce genre de choses pour Imbolc. Donc février, c'est effectivement les premiers signes du printemps. Alors, les premiers signes de la germination. Alors maintenant, on est habitué, effectivement, on peut penser au blé d'hiver. Mais il est fort possible que ce n'ait pas été le blé d'hiver qui n'est pas, les cultures de blé d'hiver ne sont pas si anciennes que ça, mais que par contre, la germination qui se fait vraiment en février, c'est celle de l'orge. Et l'orge, c'est vraiment la céréale à laquelle qu'on peut penser trouver en Irlande ou en Écosse, et on sait d'ailleurs les excellentes choses qu'on arrive à faire avec, surtout quand on malte l'orge. Et dans les traditions qu'on retrouve autour de Sainte Brigitte et qui ramènent justement ce printemps, il y en a une qui est intéressante aussi, c'est Brigitte a mis son doigt dans la rivière le jour de la fête de Brigitte et la mer du froid est partie. C'est à partir de ce moment-là que la nature se réchauffe. Donc on est bien dans quelque chose qui est lié au printemps, mais quelque chose qui est lié aussi qu'on va trouver autour de Sainte Brigitte, qui est le feu, la chaleur, le soleil. Cette fête d'Imbolc va donc disparaître très vite des calendriers et il n'y a pas de festival qui la remplace. Donc c'est Brigitte, la fête de Brigitte qui la remplace. Et comme c'est Brigitte qui est là, eh bien on se dit que le chaînon manquant, c'était sûrement un culte à Bride, Brigitte la déesse, la fille du Dagda, la triple Brigitte, poétesse, guérisseuse, patronne des arts du feu. Et ce qui est intéressant, elle est aussi considérée comme la mère des dieux de l'Irlande, mère de tous les dieux, donc mère de son père. Mais ce n'est pas une déesse mère. Alors maintenant, on va s'occuper de Sainte Brigitte d'Irlande, qui est née et morte le 1er février, et qui remplace la déesse Brigitte, mais qui n'a rien à voir avec Sainte Brigitte de Suède, qui est une sainte organisée, dirons-nous, par l'Église au XIIIe siècle, une sainte conforme, plus conforme que Sainte Brigitte au canon de l'Église. Donc, ce qui désigne Brigitte comme héritière de la déesse, fille du Dagda, c'est la première chose, c'est la naissance. La naissance des héros est toujours hors du commun, que ce soit des héros guerriers, que ce soit des héros religieux. La naissance de Brigitte montre bien qu'elle est à cheval entre deux mondes, qu'elle a une double appartenance. Elle naît à l'aube, donc juste au moment qui se tient entre l'ombre et la lumière. Elle naît sur le seuil de sa maison, ni dedans ni dehors. Elle naît entre deux religions et deux statuts sociaux. Son père est un druide qui s'appelle Dubta, le noir, et sa mère est une esclave chrétienne. Mais dès sa naissance, le soleil brille et elle est nourrie par une vache de l'autre monde. Donc elle s'impose tout de suite comme celle qui va unir, lier les deux religions, lier les deux époques de l'Irlande. Et en cela, elle est bien l'égale de Saint Patrick, où elle peut faire face à Saint Patrick. Ils sont d'ailleurs pas très loin dans le temps comme concordance. Signe de l'ancienne religion, Kildare, son monastère, c'est celui des chênes, donc petite étymologie. Kil, c'est la cellule, l'oratoire, le petit logement des moines. Et Dar, c'est la racine du chêne. Donc Kildare, c'est le monastère des chênes.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que Kildare, la plaine de Kildare, là où s'élevait son monastère, avant le monastère, avant le chêne, qui va durer d'ailleurs très très longtemps, il y avait un monument qu'on appelait la danse des géants. Et ce monument, c'est la danse des géants que Merlin est allé chercher pour installer dans la plaine de Salisbury à la demande d'Uther Pendragon. C'est-à-dire que c'est Stonehenge. Donc là, dans la succession de lieux sacrés, on est plutôt avec une surdésignation. Et cette Brigitte est encore accompagnée d'une vache blanche, incarnation divine, avec une lactation absolument fabuleuse, et cette vache, on la retrouve encore dans l'iconographie de la statuaire de Sainte Brigitte aujourd'hui. Et un trait archaïque, un trait de l'ancien monde, mais récupéré bien sûr et réintégré, c'est qu'elle commande aux bêtes sauvages, et entre autres, il y a une scène où on la voit, son troupeau de porcs, pour une fois elle mène des porcs et pas des brebis, son troupeau de porcs est menacé par un sanglier. Elle fait ni une ni deux, elle baptise le sanglier et elle l'intègre au troupeau. Donc là, on a bien le moment de passage. Oui, et Sainte Brigitte garde de la multiplicité de la déesse Brigitte le fait qu'elle est lunaire et solaire en même temps. C'est-à-dire que son côté lunaire, c'est qu'elle s'occupe du rythme des eaux, de la fécondité des femmes, et bien sûr, les deux sont toujours liés dans nos analyses du monde. Elle patronne l'enfantement et de la nature et des femmes. Elle aide et elle assiste tout ce qui germe et qui pousse dans l'obscurité. Là encore, la conception celtique de tout ce qui commence d'abord dans l'obscurité. L'enfant est dans le ventre de la mère, la graine est dans le ventre de la terre. Sa fête est même à la période où les bois de serre, sous la cicatrice qui reste des bois précédents, vont commencer à pousser. Donc on a vraiment ce surgissement de la nature qu'on ne voit pas encore, mais qu'elle aide. Et elle est solaire, elle est très solaire. L'hymne d'Ultan au 7e siècle l'interpelle en disant « Très excellente Brigitte, flamme d'or étincelante, conduis-nous au royaume éternel, au vibrant soleil brillant. » Au vibrant soleil brillant. Et elle patronne les arts du feu et les forgerons, ce qui joint au reste est bien un rappel de sa triplicité, puisque le forgeron, jusque-là, on a surtout vu le savoir, on a surtout vu la médecine et la fécondité, mais le forgeron, lui, est trifonctionnel, il est transfonctionnel, et il relève aussi de la première fonction. Et toujours le soleil, il y a tout un ensemble de signes lumineux autour d'elle. On raconte que lors de sa naissance, au lever du soleil donc, une colonne de feu s'était levée au-dessus de sa tête, de telle sorte qu'on croyait que sa maison était en flammes. Lorsqu'elle reçut le voile, au-dessus du voile, sur sa tête, il y eut encore une couronne de feu et les gens ont cru que le voile prenait feu. Il y a aussi une très jolie histoire. Un jour, Brigitte va aider les gens. Elle rentre dans la campagne et de façon très surprenante, il pleut. Il pleut beaucoup. Elle rentre trempée. Donc, elle enlève sa pèlerine, elle enlève ses habits de moniale et sa maison, c'est une maison vide. Mais un rayon de soleil passe par la fenêtre et le rayon de soleil est tellement défini qu'elle y suspend ses vêtements et qu'ils vont sécher. Elle ressuscite aussi ce qui a brûlé. Elle ressuscite un veau qui a cramé, une maison qui a brûlé. Il y a aussi une tradition d'un feu perpétuel entretenu à son monastère de Kildare. Au monastère de Kildare, il y avait 20 religieuses, dont Brigitte. Brigitte meurt, il reste 19 religieuses. On ne la remplace pas. Mais le tour de garde des feux était établi sur 20 nuits. Donc les 19 nuits sont prises en charge par les moniales et la 20e nuit, les moniales disent « Brigitte, c'est ta nuit, tu t'en occupes ». Et cette nuit-là, le feu ne s'arrête pas. Un autre des liens de Brigitte avec la lumière, c'est qu'elle est capable de rendre la vue aux aveugles, donc elle leur rend la lumière. Elle est capable aussi de promettre du temps ensoleillé et d'éloigner la foudre des troupeaux et des cultures. Et il y a un petit détail amusant, c'est qu'en Écosse, la fleur qui est son emblème, c'est le pissenlit. Parce que le pissenlit, il a la forme d'un petit soleil, bien rond et bien jaune. Et il est aussi lié à Sainte Brigitte parce que quand on casse une tige de pissenlit, on voit sortir du lait. Or, Brigitte est toujours accompagnée d'une vache et favorise les lactations. Donc voilà pourquoi le petit pissenlit a toutes les faveurs de Sainte Brigitte. Plus sérieusement, l'union de la maîtrise de la lune et du soleil en fait de Brigitte la garante de la fécondité de la végétation.
Et un exemple, c'est-à-dire qu'elle fait tout pousser. Il y a un exemple assez extraordinaire encore dans les miracles, c'est lors de son ordination. Quand au moment où elle se couche, où elle se met à plat, sa figure et ses mains sur le bois de l'autel, qui est un très vieux bois, eh bien il se met à refleurir et à reverdir. Donc c'est vraiment celle qui accompagne tout le temps la végétation. Elle accompagne la végétation, mais elle est quand même là, très brillante, là, très haute, là, très solaire. Et c'est pour ça que sa fête qui remplace Imbolc se décompose en 2 temps, le jour de Sainte Brigitte et la présentation avec les chandelles, avec le soleil, avec la lumière, la fête des chandelles, c'est bien la fête de la lumineuse Brigitte. Donc on a vu tout ce que faisait Sainte Brigitte, tout ce qu'elle amenait dans les campagnes, dans les maisons, c'est pour ça qu'on l'invite à chaque fête d'Imbolc, et ça, là on arrive dans le folklore récent de l'Irlande, et là on l'invite dans les maisons pour les mettre en conformité avec la saison qui vient et pour les protéger. Donc tout un système de visites de nuit, de vêtements même qu'on accroche dehors pour qu'à son passage, elle les bénisse, elle les charge de protection. Et on fabrique même une fausse Brigitte, un petit mannequin qu'on fait rentrer dans les maisons en l'accueillant comme la vraie sainte pour protéger la maison et la purifier aussi au niveau spirituel. Donc voilà, tout ce sens-là, c'est le folklore irlandais, très très attesté au 19e et au 20e siècle. Il y a aussi un côté intéressant, c'est que l'enthousiasme, la croyance en Sainte Brigitte en Irlande est absolument immense, et on l'appelle la mère de Dieu ou la Marie des Gaëls, c'est-à-dire qu'elle est première et elle est unique, ce qui est quand même assez énorme. Et en remerciement de l'avoir aidé à accoucher, puisqu'elle aide à accoucher la Vierge lui offre la primauté au calendrier. Elle lui dit: tu m'as aidé à accoucher, donc ta fête sera avant la mienne. Donc la fête le 1er février, et la purification de la Vierge n'est que le 2. Donc elle passe avant Marie. Et elle garantit la fécondité sans avoir besoin d'être féconde, puisque quand même, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que mettre au monde Jésus ? Et elle va même jusqu'à être considérée comme la vraie mère de Jésus, puisque c'est elle qui le fait venir au jour. Brigitte, mère de mon Seigneur, elle fut l'unique mère du Fils de Dieu, dit l'hymne de Brockham, lui aussi vers le 9e siècle. Donc voilà un petit peu ce que Sainte Brigitte peut dire pour l'Irlande. Il y a quand même un miracle que je ne voudrais pas oublier, c'est sa version à elle des noces de Cana. C'est-à-dire que pour des pauvres qui attendent devant son monastère pour sa bénédiction et qui ont des seaux d'eau à la main, eh bien elle change l'eau en bière. Et ça, c'est très beau. Donc, comme dans tous les pays celtiques, il y a un vrai culte de Sainte Brigitte en Bretagne. Elle est bien sûr la première, ça sera toujours Sainte Anne, mais Brigitte est quand même honorée dans plus de 60 sanctuaires, des chapelles, des sources, des fontaines, des églises. Son culte est peut-être venu avec les saints fondateurs, où il y avait peut-être le souvenir de Brigantia ou de Brigindona, mais ça, c'est assez difficile à prouver. Par contre, ce qu'il faut quand même bien dire, c'est que ce qu'on appelle la Brigitte du Ménésome, la très belle statue gallo-romaine retrouvée sur les pentes du Ménésome avant la Première Guerre, c'est une appellation récente, c'est un hommage, un rappel de Sainte Brigitte. Mais Sainte Brigitte, elle, en Bretagne, c'est plutôt Bered, ou des formes dérivées, Bered, Vered, Perget. Donc dans certains lieux, son nom est facile à reconnaître, l'opérette ou l'ocperette, bien sûr, c'est facile. Évriguet, c'est moins facile, et parfois le nom est échangé comme un Bénodet. Mais comme en Irlande, elle a comme attribut le lait, la guérison des yeux, l'abondance des fontaines, mais il y a quand même 3 points remarquables. La première chose, c'est que, et ça on le trouve rarement, c'est qu'elle est patronne des forgerons et que justement un des grands établissements de forge en Bretagne lui est dédié. C'est-à-dire les forges des Salles, près de Pontivy, dans la forêt de Kennecan. Elle a une chapelle et un village, et c'était vraiment un ensemble de forges de grande taille et de grande qualité. Et là, c'est pas Saint-Éloi, c'est Sainte-Brigitte. On a aussi ce côté nativité, beurre et abondance. Et il y a là une statue de Sainte Brigitte accoucheuse avec un bébé tout minuscule emmailloté dans les mains, se trouve à la chapelle Notre-Dame du Cran à Spézet, Brigitte accoucheuse, et le pardon de Sainte Brigitte, là-bas, c'est un pardon du beurre. Donc là, quand même, il y a un signe. Et la dernière chose qu'on trouve, c'est un très curieux chant de quête de Noël, Berrette, l'accoucheuse de la Vierge.
Bérette est une pauvre fille sans bras et sans yeux qui se trouve à Bethléem, mais il n'y a qu'elle de disponible pour aider la Vierge à accoucher. Donc elle y va quand même, et quand elle arrive auprès de la future maman, eh bien ses yeux se rouvrent et des bras et des mains lui viennent. Donc elle est la seule. Je n'ai pas de bras, mais venez quand même, et les bras de Brigitte repoussent. Et cette fille inutile, cette fille sans bras, sans yeux, elle fait partie d'au moins une trentaine de chants en Bretagne, mais on y retrouve quelque part l'idée de ce mannequin en bois que les Irlandais promenaient en l'appelant Brigitte ou Biddy, celle qui allait faire accoucher la Vierge et porter le bonheur dans les maisons. Et on le retrouve même sous le signe très précis d'un chant breton qui est à Saint-Hernin ou à Ponscorf, où ce n'est même pas une pauvre fille sans bras et sans yeux, c'est une poupée en bois ou c'est un ballet. Donc tout ça, quand même, il y a des signes, il y a des correspondances. Le dossier de Sainte-Brigitte est énorme. Il sera peut-être conduit un jour. Moi, je vais m'en tenir là. Mais je voudrais quand même apporter ma contribution parce que je crois que j'ai une très bonne intuition qui peut enrichir ce dossier. En préparant cette communication, il m'est venu une intuition et plus le temps passait, plus ça s'affirmait, c'est devenu une certitude et je voulais montrer la preuve de ce que j'avançais. Donc voilà ce qu'il m'a semblé. Sainte Brigitte, on l'a vu, est très liée à tout ce qui est lait et lactation avec ses vaches merveilleuses. Donc le lait. Sainte Brigitte est celle qui fait germer toutes les céréales dans le sol, notamment les céréales avec lesquelles on fait nos farines. Et est-ce qu'il y a une plus belle preuve, une plus belle image de la fécondité que l'œuf? Et si vous y réfléchissez bien, l'œuf, le lait et la farine, eh bien, c'est quoi? C'est la crêpe. Donc, je peux être en mesure d'affirmer que la crêpe est une épiphanie de Sainte Brigitte. Merci.